Je vais faire, si on ne vous présente plus, j'ai essayé de faire une petite rapide biographie de M. Boniface. Vous êtes géopolitologue, enseignant à l'Université de Paris 8 et fondateur et directeur de l'IRIS, institut qui a pour objectif de percer d'un œil innovateur les relations internationales et stratégiques. Ce dernier créé en 1990 et c'est aujourd'hui l'un des principaux centres français de recherche et notamment régulièrement dans les top 20 des think tanks mondiaux. Spécialisé dans les relations internationales, vos sujets de prédilection se concentrent autour de la géopolitique du sport. On ne parlera peut-être pas de foot ce soir. Du conflit israélo-palestinien. Du conflit israélo-palestinien, on pourra peut-être par contre en discuter, ou encore de la question du nucléaire et des rapports de force entre les puissances. Pardon. Vous êtes aussi connu pour vos prises de position très affirmées sur le droit à la critique d'Israël ou sur la laïcité, mais vous êtes surtout un auteur très prolifique, ayant écrit ou dirigé plus de 60 ouvrages. Vous avez par exemple sorti récemment un atlas des crises et des conflits qui a inspiré le titre de cette conférence, coécrit avec Hubert Védrine. Vous êtes aussi l'un des intellectuels les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où vous comptez 92 000 abonnés, ce qui est presque autant que le rappeur Medine, avec qui vous avez sorti un ouvrage il y a quelques années, et près de 900 fois plus que Maïdan, même si on peut bien y remédier. Vous avez même une chaîne YouTube, où vous décryptez chaque semaine les enjeux géopolitiques majeurs pour vos abonnés. Donc récemment, beaucoup de ces vidéos ont eu pour sujet les relations irano-américaines et les événements en Irak, mais aussi les soulèvements d'Algérie, sujet qu'on abordera ce soir. Vous avez aussi plusieurs blogs, intervenez dans les médias audiovisuels, notamment sur France 5, dans C'est dans l'air. Vous étiez d'ailleurs régulièrement invité sur ces plateaux dans les dernières semaines, suite à l'assassinat du général Khashoggi à Bagdad. Donc en tant qu'analyste reconnu de relations internationales, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Nous allons vous laisser développer votre propos sur le sujet de notre conférence, crise et conflits sur le Moyen-Orient, séquence qui sera suivie par une session de questions-réponses avec la salle. Donc peut-être pour commencer, aujourd'hui, dans l'actualité la plus récente, il y a 2 lignes de crise et conflits dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Donc dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est de parler avec nous et d'échanger sur le conflit entre l'Iran et les États-Unis, notamment parce que la nuit dernière, il y a eu des frappes sur l'ambassade américaine à Bagdad, frappes qui sont attribuées à des groupes pro-iraniens. Et la deuxième ligne de conflit, c'est les révoltes arabes les plus récentes, notamment donc en Algérie, au Soudan et au Liban, où il y a encore beaucoup de manifestations en ce moment. Voilà, j'ai voulu ça. Ok, merci, bonjour à tous. C'est un plaisir de revenir ici. Mais non, j'étais enseignant à Sciences Po Lille pendant à peu près un septennat, mais on n'était pas ici, on était rue de Trévise, et je suis très franchement impressionné par vos nouveaux locaux qui sont magnifiques et il doit être très agréable d'étudier ici. Donc bravo pour cela, et c'est un plaisir pour moi de revenir dans en tout cas un institut dans lequel j'ai passé de très belles années et dans lequel la vie intellectuelle, les débats étaient très importants. Il y a une vie associative qui est très importante, je constate qu'elle est toujours très vivante, et c'est vrai que quand on est étudiant, c'est pas moi qui vais dire que les cours des profs sont pas importants. Évidemment, ils sont importants. Je ne vais pas non plus scier la branche sur laquelle je suis assis, mais je crois que c'est aussi les débats, ce qui se passe à côté des cours, qui viennent les compléter. Et quand vous participez à cette vie intellectuelle, c'est pas du temps pris sur l'enseignement, c'est du temps qui vient compléter ce que vos enseignants peuvent vous apporter. Et très souvent, en fait, les discussions que vous pouvez avoir après un débat, comme après un cours, d'ailleurs entre vous, font partie de votre formation. Donc tout ce qui peut susciter le débat est bienvenu, fait partie de la formation. Et je sais qu'à l'IRIS, que l'IRIS est non seulement un think tank, mais également une école, on encourage beaucoup la vie étudiante. Et donc bravo à vous, votre association, pour faire cela, ainsi qu'aux autres associations. Alors vous avez parlé de l'atlas qu'on a fait avec Hubert Védrine, c'est la 4e édition qui est sortie effectivement cet automne, et en fait il y a une partie qui augmente régulièrement, c'est la partie du Proche-Orient. C'est-à-dire que les autres parties restent stables, voire diminuent. Trump nous permet quand même d'alourdir un peu les rééditions, effectivement, mais en tout cas la région qui vous concerne, sur laquelle votre association est basée, est certainement la région qui suscite, subit, provoque le plus de crises. Et quand on voit Zbigniew Brzezinski parlait déjà en 1979 de l'arc de crise qui allait du Maghreb jusqu'au Pakistan, et donc qui englobait effectivement Proche-Orient, Afghanistan, etc., on voit que cet arc de crise est toujours là, bien vivant, et que les crises sont toujours très importantes, certaines sont des guerres, et en fait, dans la région, il n'y a plus tellement d'États forts. Si on prend par exemple de façon plus réduite que votre région le monde arabe, il n'y a plus d'États forts dans le monde arabe. Le monde arabe est devenu une région où les États sont faibles et les États forts
de la région sont extérieurs au monde arabe. C'est la Turquie, c'est éventuellement l'Iran, c'est Israël, mais il n'y a plus un seul pays arabe qui est fort. Depuis le début de la décennie dernière, eh bien, les pays arabes sont lancés dans des guerres civiles, dans des crises, dans des répressions qui sont venues les affaiblir. Et si on regarde un peu, si on fait la liste, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Libye étaient des États puissants, des États même trop puissants par rapport à leur population. Aujourd'hui, ce sont des États faibles, ce sont des États qui n'ont plus réellement les moyens de contrôler leur territoire, la population sur leur territoire. Ce ne sont pas des États faillis, mais enfin, ils en ont à peu près les caractéristiques. En tous les cas, c'est le cas de la Libye, c'est le cas de l'Irak et de la Syrie. Et l'Égypte, qui a l'apparence de la stabilité, est en fait un pays très fragile, dont le régime ne peut se maintenir que par une répression féroce. L'Arabie saoudite semble forte, elle est en fait très fragile, puisque le tir de quelques missiles et quelques drones qui viennent, entre parenthèses, des camps des Houthis, ce qui est une plaisanterie en fait, mais qui viennent d'Iran, eh bien, a réduit de moitié, pour quelques jours, la production de pétrole saoudienne. Et on voit bien que la politique de MBS est une politique agressive par rapport en fait, à un constat de fragilité. Donc on ne voit pas dans toute la région un seul État fort. Et cette région, finalement, a été complètement balayée par les interventions extérieures et notamment par des régimes sécuritaires qui ont tout fait pour ne pas écouter les voix de leur population. Le deuxième point que je dirais sur la région, c'est que toujours en se concentrant sur le monde arabe, on a beaucoup parlé des printemps arabes et quelques personnes au tout début de l'année 2011 parlaient donc d'un printemps arabe qui allait renverser tous les régimes comme un jeu de dominos, en faisant un peu un parallèle avec ce qui s'était passé en Europe de l'Est pour le printemps européen de l'Est. Mais c'est pas du tout comme cela que ça s'est passé, et il ne fallait pas être grand clair pour comprendre dès le départ que ce n'est pas comme ça que ce se passerait. Pourquoi? Parce que si tous les régimes d'Europe de l'Est sont tombés en moins de 6 mois, de l'Allemagne de l'Est à la Roumanie et la Bulgarie qui est le dernier, entre juillet, la Pologne, jusqu'en décembre, en 6 mois, des régimes que l'on pensait être là de façon quasi éternelle. Jan Kilpatrick disait que les dictatures de droite pouvaient être bougées, mais que les régimes totalitaires communistes étaient immuables. Ces régimes ont disparu en 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui les unissait, c'était qu'ils ne tenaient que par la glu de la menace de l'intervention militaire soviétique. Et à partir du moment où Gorbatchev signale qu'il ne fera pas comme les Chinois sur la place Tiananmen, où il venait de se rendre au mois de mai, peu auparavant, et qu'il parle du chemin commun, enfin chacun prend son chemin, et que chaque pays de l'Est peut suivre sa voie, et que donc il n'y a plus la menace d'une répression militaire soviétique ou interne polonaise, comme en Pologne en 80, bah chacun se renverse parce que les partis communistes n'étaient ni légitimes ni nationaux. Mais dans les pays arabes, bah en fait, il y a 22 membres à la Ligue des États arabes, vous avez 22 récits différents. Ce qui s'est passé en Tunisie n'a rien à voir avec ce qui se passe en Arabie Saoudite, n'a rien à voir avec ce qui se passe en Palestine, n'a rien à voir avec ce qui se passe en Syrie. Vous avez vraiment 22 récits dont aucun n'est comparable à l'autre. Et je tire de cela un élément très fort, c'est que même à l'heure de la globalisation, l'État-nation reste l'élément central des relations internationales. C'est toujours l'État-nation qui détermine comment se jouent les relations internationales. Certes, les États ont perdu le monopole de la vie internationale. Il y a d'autres acteurs, et on ne pourrait plus dire, comme l'écrivait Raymond Aron en 1962, que les relations internationales se résument ou peuvent être désignées comme des relations interétatiques avec 2 acteurs symboliques qui sont le soldat et le diplomate. Il y a bien sûr plein d'autres acteurs, les ONG, les firmes multinationales, les GAFA, les collectivités locales, le crime organisé, les groupes terroristes, etc., etc. Mais le point central reste l'État-nation, et dans chaque pays, il y a un ADN stratégique qui n'est pas le même. Et donc, eh bien, dans les 22 pays membres, ou nations membres de la Ligue des États arabes, vous avez 22 évolutions différentes. Et puis, puisqu'on prend la région au sens plus large, il y a effectivement d'autres acteurs, l'Iran, je ne sais pas si vous voulez aborder la Turquie, si elle fait partie de votre scope ou pas, Israël bien sûr, qui est un acteur majeur, et puis évidemment tous les acteurs extérieurs, parce que sans les interventions américaines, russes, voire chinoises, l'Europe est à peu près le seul continent qui ne compte pratiquement pas, et quand il veut faire quelque chose comme en Libye, c'est pas un franc succès, eh bien on voit que les interventions extérieures sont aussi déterminantes.
Alors, comment m'y prendre dans le menu que vous m'avez fixé? Si on va un peu combattre quelques idées reçues. Première idée reçue, la région est structurée par un conflit chiite-sunnite. Mon ancien feu, mon ami Antoine Sfer, a même écrit un livre là-dessus. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ne sont pas idylliques. Mais est-ce que c'est parce qu'un pays est chiite et que l'autre est sunnite? Non, c'est pas ça qui est déterminant. Alors, en fait, l'Iran était chiite avant 1979. Et avant 1979, l'Iran avait de très bonnes relations avec les États-Unis et avec l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui a changé? C'est la relation avec les États-Unis. Et dans la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui compte, c'est que vous avez peut-être, je ne dis pas que le côté chiite-sunnite ne joue pas, mais je dis qu'on ne peut pas en faire le seul élément d'explication du clivage entre ces deux pays, parce que compte au moins tout autant le fait qu'il y a une monarchie conservatrice et une république qui se veut, qui se proclame révolutionnaire, en tous les cas qui avait pour but très longtemps de renverser les régimes de la région. Vous avez un pays arabe, un pays perse, et surtout, et c'est ça qui fait la différence fondamentale, vous avez un pays qui est hostile aux États-Unis et un pays qui est lié de façon fondamentale aux États-Unis. Et c'est ça qui fait la différence. Et l'Iran a longtemps aidé le Hamas n'est pas chiite, le Hamas est sunnite, mais le Hamas est anti-américain. Et ça fait le lien entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc si on prend les grands conflits, il y a effectivement le duel Iran-Arabie Saoudite qui est en fait une sorte de réincarnation du duel Iran-États-Unis, qui est le duel majeur dans la région. Vous avez le conflit israélo-palestinien, qui est à la fois central et marginal, et j'y reviendrai. Vous avez la guerre civile en Syrie, vous avez la guerre civile en Libye, vous avez les événements politiques internes en Tunisie, en Algérie et au Soudan, par transition. Vous avez la situation au Maroc et la situation dans les pays du Golfe. Et également, vous avez une révolution qui a été massacrée en Égypte et qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, une dictature qui est plus implacable que celle qui régnait auparavant avec Boubarak, s'est installée au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est ça ce paysage, et en fait, aucun pays de la région ne va vraiment bien. C'est-à-dire que vous avez des pays qui se développent, vous avez des pays qui ont... Bon, et alors, qui ne va vraiment bien, on peut dire que l'une des rares bonnes nouvelles qui viennent de la région, c'est l'Algérie et le Soudan, où la population s'est révoltée et a fait entendre sa voix, c'est pas définitif, mais semble pouvoir emporter la partie au Soudan, et est en cours de route en Algérie. Et vous avez dans ces deux pays, effectivement, un combat entre l'opinion et ce qu'on appelle les instances, les autorités, le pouvoir, autour des régimes sécuritaires. On a aussi ça au Liban, où la population se fait entendre, mais là pas tellement contre l'appareil militaire que contre l'appareil tout court, un système politique ossifié, bâti sur des prébendes, bâti sur un partage confessionnel datant d'une autre époque et sur des bases de répartition du pouvoir qui ne sont plus actuelles, mais qui permet une corruption king size et qui bloque toute évolution. Donc effectivement, cette région est l'une des régions qui va le plus mal. Vous n'avez pas de pays émergents dans cette région. Vous n'avez pas de start-up nation. Vous avez une vie intellectuelle qui est très réduite et vous avez effectivement des pouvoirs autoritaires qui prennent le dessus sur des populations qui veulent se révolter. Je regarde qu'on ait le temps du débat et de vos questions. Aujourd'hui, le débat le plus chaud, c'est le débat Iran-États-Unis qui s'élargit à Iran-Israël, Iran-Arabie Saoudite. Rien que le fait d'énoncer cela vient combattre une autre idée reçue qui est celle du choc des civilisations. Puisque en fait, contre l'Iran, vous avez un axe israélo-saoudien qui n'ose pas s'afficher franchement, mais qui est réuni par la peur d'une menace existentielle de l'Iran, avec un triangle magique, l'aide de Donald Trump pour afficher cela. Aussi bien l'Arabie Saoudite qu'Israël ont été rassurés par l'élection de Trump, parce qu'ils voyaient dans Barack Obama une sorte de poule mouillée qui faisait des risettes à l'Iran et qui était inconscient du danger que présente l'Iran pour la région. Alors qu'Obama voulait, lui, effacer les deux souvenirs traumatiques de la guerre froide, l'Iran en 1979 et Cuba en 1959, donc des pays avec lesquels les relations étaient faites d'hostilité avec les États-Unis pour des raisons qui appartenaient à un passé.
Pourquoi les relations entre l'Iran et les États-Unis sont aussi intensément hostiles? Ben, il y a une partie qui est liée à une perception historique, une partie qui est liée à une volonté politique. C'est-à-dire que jamais entre deux pays, l'hostilité est éternelle. À ce compte-là, la réconciliation entre la France et l'Allemagne offre beaucoup d'optimisme, parce que deux pays qui se sont fait sauvagement la guerre 3 fois en 70 ans sont capables de former un couple relativement uni et qui est le moteur de la construction européenne. Donc l'hostilité entre deux pays, elle n'est jamais éternelle. Et peut-être qu'entre l'Iran et les États-Unis, les relations d'hostilité qui existent seront un jour oubliées. C'était d'ailleurs l'objectif de Clinton, c'était également l'objectif d'Obama. Mais ce n'est pas celui de Trump et ce n'était pas celui de Bush. On parle beaucoup, lorsqu'on parle des relations américano-iraniennes, du traumatisme américain de 1979, de la prise d'otage des 52 diplomates américains pendant 444 jours à Téhéran suite à la révolution roméniste. On en oublie un autre, parce qu'en fait chacun a son histoire. Et ce qui compte, vous qui travaillez sur les questions internationales, c'est toujours de prendre en compte le point de vue de l'autre. Pas tellement comme le disent les néoconservateurs, dès qu'on veut comprendre l'autre, on est accusé d'être munichois, on est accusé de céder, d'être atteint du syndrome de Stockholm, mais je veux dire, si vous travaillez sur les questions internationales, il faut bien voir que le monde n'est pas fait que de Français. On peut le regretter, c'est une réalité, et qu'il n'est pas prêt de changer. Comme le disait Coluche, qui n'a pas fait l'étude géopolitique, mais qui avait du bon sens, le problème dans le monde, c'est qu'il n'y a pas que des Français. Mais oui, c'est bon. Donc l'hostilité entre deux nations n'est pas obligatoire. Il faut essayer de comprendre l'autre. Or, les Américains n'ont pas toujours voulu comprendre l'autre, les Iraniens non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour les Iraniens, le traumatisme, c'est pas 79, c'est 53. On oublie cet épisode où le Shah d'Iran et la CIA renversent Mossadegh, le Premier ministre élu démocratiquement en Iran, qui avait pour erreur majeure de vouloir nationaliser le pétrole iranien et en fait avoir une souveraineté sur les ressources naturelles et non pas laisser les compagnies anglo-américaines exploiter sans trop rétrocéder de commission à l'Iran le pétrole iranien. Et donc, au nom de la démocratie, on a renversé un Premier ministre qui était élu démocratiquement et on a renforcé les pouvoirs du Shah. Donc quand Khomeini prend le pouvoir en 1979, la coalition à l'époque, Khomeini avait été accueilli comme un héros à Naufle-Château en France, il passait quand même pour un peu, à l'époque il y avait beaucoup de romantisme, c'était l'homme qui faisait la révolution à travers, il n'y avait pas internet, mais il envoyait des cassettes audio qui étaient très répandues dans tout l'Iran, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi des républicains, il y avait aussi des libéraux, Bani Sadr qui existe toujours, était son premier ministre, était un républicain, c'était une coalition entre les libéraux qui critiquaient le Shah d'Iran pour sa répression politique, et la sinistre Savak qui torturait sur une large mesure, et les religieux autour de Khomeini qui contestaient le Shah pour sa modernisation et son occidentalisation de l'Iran. Cette coalition qui prend le pouvoir en 1979 va être balayée par la guerre d'Iran-Irak, et dans toutes les stupidités que Saddam Hussein a fait, il a aidé Khomeini à asseoir son contrôle, à installer une théocratie qui n'était pas évidente au départ, parce qu'on a tiré de la prise du pouvoir de Khomeini que dans les pays musulmans, la démocratie c'était un homme, une voix, une foi. C'est-à-dire qu'on vote une fois, les religieux prennent le pouvoir et ils empêchent toute autre élection par la suite. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre que menait Saddam Hussein contre l'Iran, peut-être que Khomeini n'aurait pas pu instaurer son pouvoir comme cela. Je n'ai pas souvenir que Robespierre fût musulman, mais quand la patrie était en danger, il a instauré une dictature qu'on a appelée la terreur d'ailleurs, et au nom de la patrie en danger, eh bien, il a raccourci tous ceux qui s'opposaient à eux de façon assez violente également. Donc quand vous êtes menacé de l'extérieur, vous imposez plus facilement une dictature, ce n'est pas une question d'être musulman, d'être chiite ou autre. Et donc, Khomeini prend le pouvoir et il y a la peur que les États-Unis fassent un coup d'État pour ramener le Shah. Ce n'était pas du tout l'intention de Carter. Carter a au contraire laissé faire la révolution. Il n'est pas venu au secours du Shah d'Iran qui était son allié parce qu'il voulait vraiment que les États-Unis ne soutiennent que des démocraties et cessent de soutenir une dictature par la force. Et dans cette peur que le Shah d'Iran revienne, Khomeini a laissé des étudiants islamiques faire cette prise d'otage qui est la négation totale
du droit diplomatique et des relations internationales, puisqu'une ambassade est normalement extraterritoriale. On n'a pas le droit de pénétrer dans une ambassade. Si un diplomate de quelconque pays tue quelqu'un dans la rue qui se réfugie dans l'ambassade, vous n'avez pas le droit d'aller le prendre. Il y a une protection diplomatique, et donc qui a été observée, y compris en temps de guerre. Si vous êtes en guerre, vous fermez l'ambassade, vous rapatriez le corps diplomatique, mais vous ne prenez pas ces gens-là en otage. Et donc Khomeini a violé tout cela, et surtout, il a humilié les États-Unis. Parce que Carter a perdu les élections là-dessus, les diplomates américains ont été pris en otage pendant 444 jours, il y a eu une intervention militaire qui a échoué, et bref, les États-Unis ont inventé le concept d'État voyou. Moi je pense que des fois ils pourraient se l'appliquer à eux-mêmes. Ils ont inventé le concept d'État voyou, mais la différence entre la Corée du Nord, la Libye de Kadhafi, l'Irak de Saddam Hussein, c'est que aucun de cela n'a humilié les États-Unis. Et l'humiliation des États-Unis par les preneurs d'otages est restée, et donc l'Iran est détesté aux États-Unis, malgré l'existence d'une communauté américaine d'origine iranienne très puissante, très intégrée, qui essaie de faire le pont, et malgré en fait le désir de la société iranienne d'avoir des contacts beaucoup plus développés avec l'Iran. À la fin des années 90, il y a eu un rapprochement entre le président Rattami, qui était un peu modéré, et Bill Clinton, qui se disait quand même un marché aussi énorme, et puis quel est l'intérêt des États-Unis? C'est quand même de se réconcilier avec l'Iran, de pouvoir les réintégrer, de normaliser les relations. Et du coup, je vais faire une incise sur le sport, sans rappeler le score d'hier au stade Pierre-Mauroy. En 98, pendant la Coupe du Monde, le malicieux tirage au sort avait mis l'Iran et les États-Unis dans la même poule de qualification pour la Coupe du Monde. Et comme vous le savez, les équipes posent séparément avant chaque match. Et là, de façon très volontaire, les deux équipes avaient posé ensemble, mélangés, iraniens et américains, pour montrer le désir de réconciliation. Donc, le désir de réconciliation entre l'Iran et les États-Unis, c'est pas une lubie d'Obama, c'était quelque chose qui existait. Sauf que, patatras, George Bush arrive au pouvoir suite à des élections pour le moins contestables, et après le 11 septembre, il invente justement dans son discours de janvier 2002 sur l'état de la nation, le fameux concept de l'axe du mal, où il met l'Irak, il met l'Iran, il met la Corée du Nord. Et donc, alors que l'Iran et les États-Unis se rapprochaient, de nouveau, l'Iran est diabolisé, et de nouveau, les États-Unis sont diabolisés en Iran. C'est là que l'Iran se dit, bon, finalement, après la guerre d'Irak de 2003, les Iraniens se disent cela. Les Irakiens n'avaient pas d'armes nucléaires, et ils acceptaient les inspections internationales. Il y a eu une guerre, ils ont été balayés. Les Nord-Coréens refusent toute inspection internationale, disent on a l'arme nucléaire, et ils insultent au quotidien, dans les formes les plus vives, le président américain. Et les Américains disent il faut une solution diplomatique. Donc les Iraniens se disent il vaut mieux avoir l'arme nucléaire que ne pas l'avoir, et ils commencent à travailler sur un programme nucléaire militaire. Les Européens font une sorte de ce qu'on appelle le dialogue critique, ils ne veulent pas lâcher le morceau, ils essayent de ramener l'Iran à la raison, et chacun comprend quand même que, vu les résultats mirifiques de la guerre d'Irak, une guerre contre l'Iran pour l'empêcher d'avoir l'arme nucléaire serait une catastrophe. Et d'ailleurs, les néoconservateurs, un peu partout dans le monde, et mes collègues français néoconservateurs, qui venaient de justifier la guerre d'Irak au nom de la lutte contre la prolifération, contre les armes non pas de destruction massive, mais de disparition massive, parce qu'on ne les a jamais trouvées, commençaient à dire qu'il fallait d'urgence une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, qui était à 6 mois de l'arme nucléaire. Donc 2003, 2004, 2005, pendant 15 ans, l'Iran était à 6 mois de l'arme nucléaire, selon eux, et très vite, il fallait une intervention militaire pour empêcher cela. Ahmadinejad est élu en 2005 en Iran, parce que quand vous êtes menacé, vous votez pour le plus obtus, pour celui qui a le langage le plus fort. Il est réélu en 2009 après avoir truqué les élections, mais en 2013, c'est Rouhani qui est élu, parce que les Iraniens en ont marre de ce système et des restrictions qui leur sont imposées, et Rouhani reprend le chemin du dialogue en pensant que, grâce à un accord qu'il veut signer, il y aura la fin des sanctions économiques contre l'Iran, et que finalement, sa conviction, c'est que la grandeur de l'Iran, l'avenir de l'Iran, passe plus par le développement économique que par la possession de l'arme nucléaire, et que s'il renonce à l'arme nucléaire, eh bien les sanctions seront levées et l'Iran va reprendre un chemin vers le développement, puisque les sanctions ont coûté extrêmement cher à l'Iran. Et c'est l'accord qui est signé le 14 juillet 2015, un accord qui
en fait, vient écarter deux scénarios catastrophes, un Iran doté de l'arme nucléaire et une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Tout le monde est content, sauf les Israéliens et les Saoudiens. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les Saoudiens sont très inquiets. Qu'est-ce qui lie les Saoudiens aux Américains? Bon, c'est pas les valeurs des droits de l'homme, hein, c'est le pétrole, évidemment. C'est le pétrole depuis 1945, le fameux pacte du Quincy, même si c'est pas en là que c'était signé, mais enfin bon, symboliquement c'est ça, où Roosevelt signe un accord avec le roi Abdallah, où en échange de l'accès à un pétrole abondant et bon marché, les États-Unis s'engagent à garantir la sécurité du régime saoudien. Pas du royaume, du régime saoudien. Ce pacte a été signé pour 60 ans en 1945, il a été renouvelé par George Bush en 2005. Il a toujours tenu. Et effectivement, lorsque les États-Unis ont voulu affaiblir l'Union soviétique, les Saoudiens ont ouvert les robinets du pétrole pour faire baisser les cours et priver l'URSS de cette rente pétrolière. Cela a toujours marché. Sauf que, au début du mandat d'Obama, que voient les Saoudiens? Ils voient que Obama a abandonné Moubarak, alors que c'était un allié fidèle, docile, pas encombrant, prêt à tout des Américains. Et ils se disent, mais en fait, s'il est prêt à abandonner Moubarak, comment ça va se passer avec nous? Et encore, Moubarak, c'était aussi l'allié d'Israël. Et nous, nous ne sommes pas l'allié d'Israël. Donc, si les États-Unis sont capables d'abandonner un allié aussi solide et ancien que le président, le raïs égyptien, est-ce que le pacte du Quincy tient encore? Deuxième élément, les Américains ont découvert du pétrole et du gaz de schiste. Donc, ils ont moins besoin du pétrole saoudien. Donc, les Saoudiens se disent, bon, ok, il y a du pétrole abondant aux États-Unis. Notre pétrole n'est plus aussi central pour l'approvisionnement des États-Unis. Et par ailleurs, ils ont laissé tomber un de leurs meilleurs alliés. Et puis, ils voient le rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Ils se disent qu'il va y avoir une sorte d'alliance de revers, un changement d'alliance, et que les États-Unis vont abandonner le marché saoudien de 25 millions d'habitants, qui en plus est quand même un peu lourd à porter en termes d'image, au profit d'un marché iranien de 115 millions d'habitants, dont on sait que si l'étau du régime se resserre, il va être un pays plus moderne, parce que, bon, l'Iran n'est pas une démocratie, ok, mais il vaut mieux être femme en Iran, bon, il faut bien être une femme en France qu'en Iran, mais il faut mieux être une femme en Iran qu'en Arabie Saoudite. C'est pas bon. Et le niveau de répression en Arabie Saoudite et en Iran n'est pas le même. Donc, si le régime dessert l'étau, ça peut être quelque chose d'important. Donc, les Saoudiens prennent peur. C'est pour cela qu'ils vont financer la campagne de Trump et que la victoire. Et Israël prend peur parce que Netanyahou fait campagne sur le danger que fait l'Iran, parce qu'il a besoin d'ajouter un danger extérieur pour justifier sa propre légitimité. Quand un Premier ministre israélien parle du danger extérieur, il est sûr qu'il est suivi. Et parler du danger palestinien vu l'état de la Palestine, maintenant, c'est plus très crédible. Personne ne croit que la Palestine, les Palestiniens, représentent un danger pour Israël. Par contre, l'Iran, oui, surtout si on dit qu'ils ont des armes nucléaires et que Ahmadinejad a fait dans le passé des déclarations incendiaires contre Israël en disant qu'Israël serait rayé de la carte. Donc Netanyahou a besoin de gonfler la menace iranienne pour obtenir une aide, et donc il va faire campagne contre Obama. Bon, Obama subit cela, il ne va pas avancer sur le conflit israélo-palestinien, et donc le premier voyage de Trump, d'habitude un président américain, son premier voyage à l'étranger, c'est soit au Canada, soit au Mexique. À deux exceptions près d'ailleurs, comptez Paris. Kennedy, qui vient voir De Gaulle, ou plutôt Jackie Kennedy et son mari qui viennent voir De Gaulle, puisque c'est Jackie Kennedy qui a volé le show lorsqu'ils viennent à Paris, et Nixon aussi, parce que Nixon avait une vraie admiration pour De Gaulle, et lui aussi, lorsqu'il est élu, il vient à Paris d'abord, et donc c'était un temps où quand même la France était assez attractive et respectée. Donc Trump fait son premier voyage à l'extérieur en Arabie Saoudite, où il revient avec des contrats pour 330 milliards de dollars, dont 110 milliards d'armement, et les Saoudiens réachètent leur protection en disant on va offrir des contrats. Ce qui compte pour Trump, c'est qu'il puisse dire qu'il y a des jobs qui vont être aux États-Unis. Il n'y a pas mieux que des jobs dans l'industrie militaire parce que c'est jamais délocalisé, et donc on va racheter la confiance de Trump. Et on a cet axe qui se fait, et donc ce triangle, Trump, Netanyahou, Mohamed El-Salman, qui se met en place avec des solutions autoritaires et qui est sur la base de unissons-nous contre la menace iranienne. Et Trump le fait, comme il fait toujours, comme il fait tout, pour des raisons électorales, parce que l'électorat de Trump n'a pas oublié 79. Et si vous voulez plaire à ce électeur de Trump, vous faites de l'Iran bashing, ça marche à tous les coups, parce que cette prise d'otage n'est pas passée, le passé n'est pas passé, et donc c'est toujours la garantie d'un succès.
Et donc, effectivement, ça marche très bien, au point que désormais, Trump va briser l'accord nucléaire trouvé le 14 juillet 2015, mais il va faire plus. Sur la limite, qu'il se retire de l'accord, chacun fait ce qu'il veut, et il peut le faire ce qu'a fait son prédécesseur. Même si en fait, Trump est obsédé pour casser l'héritage d'Obama. Il a été humilié par Obama, qui s'est moqué de lui dans un dîner où normalement le président américain reçoit la presse et est censé faire des bons mots qui sont écrits par les speechwriters. Et il avait dit, Donald Trump, qu'il connaissait très bien les relations internationales, puisqu'il était au jury de Miss Univers. Donc Donald Trump, tout le monde s'était marré, Donald Trump l'avait mal pris, et donc il a une haine farouche pour Barack Obama, qui est, pour les électeurs de Trump, qui n'est pas vraiment américain, vu sa couleur de peau et son second prénom, de toute façon. Donc tout ce qui peut permettre de taper sur Barack Obama est du miel dans la bouche de Donald Trump. Et donc, mais il va non seulement casser l'accord, mais il va faire mieux. Il va interdire à tout pays d'acheter du pétrole à l'Iran. Il va faire une exception pour 8 pays, dont l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, l'Italie, la Grèce et les 3 autres que j'ai oubliés. Et puis là, depuis mars, plus personne ne peut acheter du pétrole à l'Iran. Et la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne qui ont signé l'accord disent non, nous on veut maintenir l'accord. Toujours est-il que Total s'est retiré du marché iranien, qu'il n'y a plus d'avion d'Air France à Téhéran, et que Peugeot s'est également retiré, parce que toutes ces compagnies ne veulent pas être privées du marché américain. Il y a une idée reçue qui circule sur laquelle Trump est un va-t-en-guerre. Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Trump ne veut lancer aucune guerre. Trump veut rapatrier tous les boys aux États-Unis. Trump veut étrangler économiquement les pays, les régimes qu'il n'aime pas, l'Iran, Cuba, le Venezuela, par le jeu des sanctions américaines et de l'application de la législation extraterritoriale américaine. Donc, la BNP, c'était déjà sous Obama, la BNP qui avait commercé avec l'Iran et le Soudan était condamnée à 9 milliards d'amendes sous Obama. Et donc la Total se dit, si j'achète du pétrole à l'Iran, je n'aurai plus accès au marché américain. Et Pouyanné, le patron de Total, dit, j'ai 33% des actionnaires sont américains. Donc Total n'est en rien un champion national français. Total est une société globalisée qui répond au marché et qui n'est en rien un champion national français. C'est un champion national quand il a besoin d'État français, mais pas plus. Et donc là, on a vraiment ce qu'a fait Donald Trump est une atteinte directe à la souveraineté des pays qui ne peuvent plus acheter du pétrole à l'Iran. Et donc il compte comme cela faire tomber le régime iranien comme un fruit mûr. Les Iraniens ont réagi en faisant jouer les milices chiites en Irak, d'où l'assassinat de Soleimani. Mais il n'est pas question de dire que Soleimani était une sorte d'aventurier rimaldien réincarné, et encore moins l'abbé Pierre persan. Il avait du sang sur les mains, mais enfin, s'il fallait tuer tous les gens qui ont du sang sur les mains, il y aurait beaucoup moins de monde. Parmi les anciens, George Bush, à mon avis, beaucoup plus de sang sur les mains que Soleimani, et Tony Blair également. Mais surtout, cet assassinat veut dire que les Américains, c'est le permis de tuer, c'est vraiment je fais ce que je veux, il n'y a pas de respect du droit international. Si on prend dans le sens inverse, imaginez un instant que les Iraniens, alors les Américains sont dans la théorie de la légitime défense préventive. Ils disaient, Soleimani préparait un sale coup contre nous. Mais imaginons juste un instant que les passedarans disent Mike Pompeo prépare un sale coup contre nous et donc on va l'assassiner quand il se rend à Riyad, on n'aurait pas passé ça à l'as aussi facilement. Et donc là on voit que les Américains estiment qu'ils ont tous les droits et en plus, si vous voulez, c'est que Trump est sincère quand il dit qu'ils ont le droit de le faire. Et les démocrates qui ont protesté ont protesté contre quoi? Ils ont protesté contre le non-respect de la Constitution américaine. Ils n'ont pas protesté contre le non-respect du droit international. Donc les Américains se donnent le droit d'agir de façon unilatérale dans la région. L'assassinat de Soleimani a réuni la population autour du régime parce que c'est atteinte à la souveraineté, surtout si Trump menace de démolir 52 sites iraniens, dont certains sites historiques. Mais la stupidité des passedarans et l'ignomination qui ont abattu un avion ukrainien dans lequel il y avait les Iraniens a très vite fait tomber ce consensus. Et de nouveau, les Iraniens, qui ont du mal à supporter les privations, protestent. Et de nouveau, le régime iranien sanctionne et réprime la population. Alors, est-ce que Trump va réussir à faire tomber le régime iranien? On ne peut pas l'exclure. Mais est-ce que ceci va déboucher sur un Iran pacifique, social-démocrate et apaisé? J'en suis pas certain. La théorie du chaos constructif qui avait été développée par Condi Rice en son temps ne me paraît pas vraiment adaptée et on peut penser qu'il y aura des troubles plus importants encore. Donc là, on a ce duel saoudo-iranien
sous couvert, enfin, qui vient s'enraciner dans le duel américano-iranien, et avec également l'aide d'Israël qui a un intérêt à cela. Et donc l'axe entre Israël et l'Arabie Saoudite vient complètement faire voler en éclats, si besoin était, la théorie du choc des civilisations. Parce que Israël et l'Arabie Saoudite n'appartiennent pas à la même civilisation. Et donc on voit bien que cette théorie, ne serait-ce que sur ce point-là, mais ce n'est pas l'objet de la conférence, il y aurait d'autres exemples qui pourraient le montrer, cette théorie qui a été l'alpha et l'oméga des débats stratégiques pendant 15 ans, vole un éclat par rapport à là où elle est censée être née d'ailleurs, puisque on s'est beaucoup inspiré de la guerre du Golfe de 90 pour développer cette théorie. Un mot sur le conflit israélo-palestinien qui est à la fois central et marginalisé. Il est central, non pas que les régimes arabes s'en occupent. Aucun régime arabe, il n'y a aucun dirigeant arabe qui se préoccupe des Palestiniens. Ils s'en foutent complètement, mais vraiment. C'est pas leur problème. Les Palestiniens, c'est une source d'emmerdement. Ça empêche de faire des affaires. En plus, ils ont voté, ce qui ne plaît pas partout. Mais dans les populations, s'il y a quelque chose qui lie le monde arabe, du Maghreb au Mashrek en passant par le Golfe, c'est le soutien à la cause palestinienne. Dans tous les pays arabes, quels qu'ils soient, de l'Arabie Saoudite au Maroc en passant par l'Algérie et le Liban, il y a un soutien à la cause palestinienne qui apparaît le symbole de trahison de l'Occident, le symbole de l'hypocrisie de pays occidentaux qui prônent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui le violent, et du deux poids, deux mesures. Donc ça c'est vraiment très très fort, à tel point d'ailleurs que le fameux plan mirifique que Donald Trump doit faire sur le conflit pour le résoudre, qui est en fait une démarque de ce que Netanyahou lui a soufflé, même le roi d'Arabie Saoudite n'a pas pu l'approuver, même le maréchal El-Sisi n'a pas pu l'approuver, tellement c'est contraire à ce que pensent, même dans des régimes dictatoriaux comme l'Arabie Saoudite et en Égypte, ils ne peuvent pas approuver un plan qui est aussi contraire au droit international et à une solution raisonnable du conflit, parce que ça susciterait des émeutes. Donc c'est à la fois marginalisé parce qu'il y a des conflits qui sont bien plus mortels, qui font beaucoup plus de morts, et puis la situation, elle est contrôlée. Je veux dire, les Palestiniens ne sont plus visibles en Israël. Il y a un mur, il n'y a plus d'attentats, et les élections opposent Benny Gantz à Netanyahou, mais ils ne sont pas d'accord sur la corruption, ils ne sont pas d'accord sur les aides sociales, mais sur la Palestine, il n'y a pas beaucoup de différence. Peut-être que Benny Gantz ne devra pas annexer tout de suite le Jourdain, mais Benny Gantz se vante d'avoir pilonné Gaza en 2014, donc c'est pas du tout un pacifiste. Donc ça passe, c'est une bombe à retardement parce que je ne pense pas que vivre sous occupation pour un peuple, c'était déjà pas acceptable au XXe siècle, ce n'est pas au XXIe, et le conflit israélo-palestinien est une bombe à retardement, mais pour l'instant, les gouvernements israéliens disent tout va bien, parce que diplomatiquement, tout va bien pour Israël. La France, qui était très vocale sur le conflit, se tait. Enfin, la France dit qu'elle est attachée au processus de paix, mais bon, je veux dire, c'est comme si on avait dit, Harvey Weinstein, comporte-toi bien avec les femmes. On peut le dire, mais il n'a pas fait ça, quoi. Donc, ça ne sert strictement à rien. La Russie, Poutine est un allié de Netanyahou, puisqu'il y a 1 million de citoyens israéliens qui viennent de l'ex-Union soviétique. La Chine ne veut pas embêter Israël parce qu'ils ont besoin d'eux pour la high-tech et pour les armes. Bolsonaro, le Brésil de Lula était pro-palestinien. Bolsonaro, en vertu du soutien des évangélistes, est très pro-israélien, ainsi que Trump, même si Obama n'a rien fait en fait contre Israël. L'Europe est inactive et le grand tournant stratégique, c'est le soutien de l'Arabie Saoudite à Israël, quand en Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui ont établi des liens avec Israël, soit par le biais de Kagame et du Rwanda, soit par le biais, dans d'autres pays, de services sécuritaires qui garantissent la sécurité des dirigeants et des services. Donc Israël, sur le plan il n'y a jamais eu un gouvernement d'Israël aussi à droite que celui-ci, avec des fachos, avec des gens, il y a des ministres d'extrême droite qui iraient en prison en France s'ils disaient en France ce qu'ils disent en Israël, en traitant les Palestiniens de façon parfaitement raciste. Il y a régulièrement des bavures, on tire sur les Palestiniens, il n'y a jamais de procès. C'est, comme le dit Sylvain Sipel dans un livre qui va sortir en début février, Israël contre les Juifs, c'est-à-dire qu'Israël pisse à partir du plongeoir de la piscine. C'est-à-dire que, comme l'écrit Sylvain, c'est arrivé à tout le monde de pisser dans la piscine, mais on ne s'en vante pas généralement. Israël, en fait, se vante de faire sa politique, et donc il pisse sur le plongeoir en disant « Regardez ce que je fais, je pisse dans la piscine et je vous emmerde ». Et donc, c'est effectivement la politique de cela qui, je dirais, irrationnelle, puisque personne ne va reprocher à Israël ce qu'ils font. Donc, pourquoi s'arrêter ?
La guerre civile en Syrie, Bachar l'a gagnée. Là, je reconnais que je me suis trompé en pensant en 2012 que Bachar allait tomber. Bachar a gagné la guerre civile grâce à l'aide russe et à l'aide iranienne. Et l'aide russe ne coûte pas très cher. Il y a 5000 soldats, une trentaine d'avions, et Poutine a réussi un coup de maître. Alors un coup de maître, pas sur le plan moral, mais sur le plan... Il a montré que c'était le patron. Et en fait, Moscou est devenu la nouvelle Mecque du Proche-Orient. Parce que Poutine a des bonnes relations avec tout le monde. Poutine peut parler aussi bien avec le Hamas qu'avec Israël. Poutine a de très bonnes relations avec l'Iran, à la preuve en Syrie, mais il deal avec le roi d'Arabie Saoudite pour fixer le prix du pétrole. Poutine est celui qui a les relations les plus larges dans toute la région. Il a plus de poids dans la région que les États-Unis. C'est lui qui est le kingmaker maintenant dans la région, et il le fait à un prix très faible, et notamment en Syrie, il a gagné, j'étais au forum de Valdai, que chaque année Poutine vient conclure en octobre, et Poutine avait un discours qui était très net. Regardez la Russie, tient sa signature. Les Français qui recevaient Kadhafi en grande pompe l'ont abandonné et l'ont laissé être buté. Les Américains qui étaient l'allié de Moubarak l'ont laissé revenir dans une cage de Sharm el-Sheikh au Caire. Nous, on a un allié, on le soutient. Bachar est notre allié, on le soutient. Et pour beaucoup de chefs d'État, c'est un argument qui compte. Notamment en Afrique. C'est pour ça que la Russie fait un retour significatif en Afrique, parce que beaucoup de chefs d'État se disent « Ouh là là, finalement, le soutien russe, ça vaut quelque chose et c'est une signature en or, en termes sécuritaires. » Donc, Bachar a gagné, mais il a un pays qui est ruiné. Personne n'ira rebâtir la Syrie. Le rêve de Poutine, c'est de demander aux pays du Golfe et aux pays européens de reconstruire la Syrie. Mais qui va reconstruire la Syrie avec Bachar à la tête? C'est vraiment le tonneau des naïves. Parce que ce n'est pas pour des raisons morales, c'est que simplement personne ne va revenir en Syrie tant que Bachar sera à la tête. Les gens dont les enfants ont été torturés, tués par Bachar, ne vont pas revenir en Syrie. Donc, mais pour Poutine, c'est gérable. Il a montré qu'il était le patron dans la région, il a montré qu'il pouvait gagner la guerre, et la présence lui coûte pas cher. C'est un coût très supportable, et le fait que la Syrie ne soit pas reconstruite, ce n'est pas son problème, parce qu'il s'est établi dans la région. Mohamed Ben Salman veut moderniser l'Arabie Saoudite. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a le Paris-Dakar, il y a la Super Coupe d'Italie qui est là-bas, donc il copie la diplomatie sportive du Qatar. Il dit qu'il y aura des théâtres, des cinémas, que les femmes peuvent conduire. Les femmes peuvent conduire, ça veut dire que ça permet de virer 400 000 chauffeurs étrangers qui étaient payés et qui sont rapatriés. Mais en même temps, si on l'ouvre un peu trop, on va en tôle, on est torturé. Il fait le blocus du Qatar qui est un échec, la guerre civile au Yémen qui est une sorte de bourbier, c'est le Vietnam saoudien, et c'est l'une des plus graves crises humanitaires. Ça atteint l'image d'Arabie Saoudite. Je ne reviens pas sur Khashoggi, qui est ressorti en plusieurs morceaux du consulat d'Istanbul, où il est rentré en un seul, ce qui a un peu contribué à améliorer l'image de l'Arabie Saoudite. Là aussi, d'ailleurs, on peut s'interroger. C'est-à-dire qu'au même moment, il y avait des milliers de morts au Yémen, personne ne disait rien, où il y avait des vagues protestations. On tue, dans des conditions atroces, un journaliste qui était en cours parmi ses collègues, parce qu'il était au Washington Post. S'il avait été dans un journal moins central, et là, c'est, bon, une fois encore, ce qu'a subi Khashoggi est tout à fait inadmissible, mais ce qu'ont subi les Yéménites est beaucoup plus inadmissible que ce qu'a subi Khashoggi, et là, il y avait moins d'émotion quand même pour les Yéménites, c'est loin, on ne les voit pas, c'est les Arabes, on s'en fout, etc. Donc ça a suscité moins quand même de réactions. Et la bonne nouvelle vient d'Algérie, effectivement. On voit en Algérie et au Soudan, et en Soudan ça a été encore plus vite, qu'est-ce que l'on voit? C'est que pendant très longtemps, pourquoi, quand je disais tout à l'heure qu'il y a un récit national qui est différent, qui a un ADN national propre à chaque État, pourquoi il n'y a pas eu de printemps arabe en Algérie? Quand les printemps arabes ont lieu dans tous les pays, c'est que le pays était traumatisé par la guerre civile qui a fait les années noires des années 90 en Algérie ont fait autant de morts que la guerre d'indépendance. Donc, les autorités algériennes exagèrent le nombre des morts de la guerre d'indépendance pour des raisons de récit national, 200 000 morts, autant que pour la guerre d'indépendance. Donc c'est symptomatique. Donc on comprend effectivement que les Algériens se disaient, bon oui, le régime n'est pas très sympa, il est corrompu, il est immobile, à l'image de son président, mais avoir des vocations politiques est trop dangereux. Donc. Mais c'est sûr que quand Bouteflika s'est porté candidat à un 5e mandat, simplement les Algériens ont eu trop honte.
ils ont eu trop honte. Et puis il y a beaucoup de jeunes en Algérie. Être représenté par une photo, puisque c'est une photo qui s'est déclaré candidat, là c'était quand même trop à supporter. Et donc ils vont décider de se révolter, surtout qu'entre-temps, la population algérienne par rapport aux années 90 était urbanisée. Et c'était toujours jeune, mais il y avait moins de 15 ans et plus de moins de 25 ans. Donc des gens qui ont accès à une conscience politique. Et puis il y avait surtout la différence des réseaux sociaux, qui permet une mobilisation rapide et intense. Mais qui, malheureusement, ne permet pas de déterminer des leaders. Et le problème du Irak, le nom de cette révolte en Algérie, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'envoyer quelqu'un aux élections contre les candidats du régime. Heureusement, dans sa bonté, Dieu a fermé les yeux de Gaïd El-Saleh, qu'il ne pouvait pas ouvrir. Gaïd El-Saleh ne pouvait pas ouvrir les yeux, Dieu lui a fermé, et donc ça offre un peu plus d'espace à Tebboune, qui était une sorte d'objet politique. Les élections ont été truquées, évidemment, mais là, il y a un espoir quand même, enfin, il y a en fait un bras de fer entre la population et le système, pour savoir jusqu'où ira l'ouverture. Le système veut changer pour que rien ne change, et la population veut tout changer. En fait, aucun des deux n'aura le morceau. Il y aura bien un compromis entre les deux, et là, ça tourne encore. Au Soudan, c'est pareil, même si la société civile est moins importante, il y a eu quand même une révolte, et le système militaire de Béchir a été emporté. Les militaires ont pensé qu'en réprimant sur une grande échelle, ils pourraient rétablir, faire un peu un truc comme en Égypte, rétablir le pouvoir. La population civile n'a pas cédé, et là, on a quand même des espoirs de démocratisation. Et on voit aussi que les Libanais se révoltent contre un régime ossifié. Là encore, ce sont les réseaux sociaux qui permettent une mobilisation, qui permettent une expression politique, afin de demander, et en Irak, eh bien là aussi, le partage confessionnel et la double atteinte à la souveraineté iranienne d'un côté, américaine de l'autre, suscite des protestations qui sont quand même réprimées par des centaines de morts, en Iran également. Et donc on voit que là aussi, les opinions se mobilisent, les opinions bougent, et que, en fait, si ces pays sont en retard politiquement, si les pays n'ont pas eu, dans tous les continents, il y a des vagues démocratiques. En Amérique latine, après le mandat de Carter, les dictatures ne tiennent plus. Et donc, dans toute l'Amérique latine, ce sont des démocraties qui se mettent en place dans les années 80. En Europe de l'Est, toutes les dictatures tombent en 89. En Asie, des pays dictatoriaux, Taïwan, Corée du Sud, se sont démocratisés et sont maintenant ces deux pays sont des modèles de démocratie, Taïwan et la Corée du Sud. Et en Afrique, il y a eu un changement par l'alternance politique entre 60 et 90. Il y en a eu une quarantaine aujourd'hui, depuis 90. Pourquoi? Quelle est cette malédiction du monde arabe? Ce n'est pas un truc génétique, il n'y a pas un gène de la démocratie qui n'aurait pas atteint. C'est bien sûr des processus géopolitiques. C'est que l'excuse de la guerre contre Israël a permis à des régimes dictatoriaux de se maintenir en place au nom de la sécurité. Je vous recommande à ce titre, d'ailleurs, l'excellent livre de Jean-Pierre Filu sur les Moubarak et sur les gangsters, sur des régimes corrompus qui, au nom de la défense contre Israël, ont instauré un état d'urgence permanent et se sont maintenus au pouvoir en violation de toutes les évolutions. C'est ça qui compte. Et puis, les interférences extérieures. Parce que les États-Unis, d'un côté, l'URSS de l'autre, ont maintenu au pouvoir des régimes qui étaient détestables, mais qui étaient leurs alliés. Donc, on n'a pas empêché. Et donc, les Arabes pensent toujours qu'il y a un complot contre eux. Alors, il y a eu des complots, effectivement, les accords Sykes-Picot, etc. Mais il y a un complot interne pour maintenir des pouvoirs illégitimes au nom de la sécurité nationale. Mais ça ne durera pas éternellement, parce que, voilà, dans tous les pays, les gens ont accès à l'information. Et à partir de quand une opinion publique se révolte? Qu'est-ce qui fait qu'une opinion qui acceptait quelque chose, tout d'un coup, ne l'accepte plus? On a eu au Liban, pendant très longtemps, le souvenir à la guerre civile empêchait les gens de manifester, de se révolter, en disant on ne va pas revenir quand même à ce qui s'est produit de 75 à 90. Et en Algérie, le souvenir de la décennie noire des années 90. Ben là, c'est un peu passé. Et donc, en fait, il y a toujours trois critères. C'est le PIB par habitant, parce que si vous êtes au seuil d'extrême pauvreté, vous n'avez pas d'orientation politique, il faut qu'il y ait une classe moyenne pour avoir une orientation politique. Le second, c'est le taux d'alphabétisation. Hassan II avait dit à Bourguiba, tu as tort,
d'alphabétiser ton pays, ça se retourne contre toi, effectivement. Il y a une révolte en Tunisie, il n'y en a pas eu au Maroc. Et le troisième, donc si vous ne savez pas lire et écrire, vous avez moins de revendications politiques que si vous savez lire et écrire. Et le troisième, c'est l'ADN stratégique du pays qui est différent. Mais donc en fait, maintenant, dans tous les pays, il y a une société civile qui se réveille et qui exige d'avoir des droits. Alors, elle est moins puissante en Arabie Saoudite qu'en Algérie, bien sûr, mais elle existe partout. Et tous ces pays vont bouger. Un mot peut-être sur la, ouais, encore 5 minutes, sur la Libye, où on voit les faits. Alors je me rappelle des commentaires en 2011 sur cette guerre morale qui prouvait que la réelle politique était un concept dépassé, puisque c'est au nom de la morale qu'on était intervenu en Libye. On voit bien maintenant le résultat. C'est en fait une guerre de communication qui, entre autres, a mis la Libye à déstabiliser le Mali. Le Mali souffre de cela. Déstabilise aussi la Tunisie, puisque la Libye, c'était le poumon économique de la Tunisie. Et une grande partie des problèmes économiques de la Tunisie aujourd'hui viennent du chaos libyen, et surtout est venu tuer le concept de responsabilité protégée qui avait été inventé par Kofi Annan en 2005 à la suite de la guerre d'Irak pour sortir de l'alternative un peu stérile de ne rien faire ou intervenir en ingérence. Et puis on voit dans quel état est la Libye aujourd'hui, sur fond d'interférence extérieure. Il y a une conférence à Berlin où tout le monde s'est dit on arrête les ingérences extérieures, mais la main droite a ignoré, la main gauche a ignoré la main droite, et la main gauche fournit des armes alors que la main droite a signé qu'on arrêtait tout ça. Et le général Haftar, que la France soutient pour des raisons qui me paraissent peu justifiables, veut maintenir le chaos, et Sarraj en face n'est pas tout à fait en état d'établir sa volonté. Donc il y a cette crise en Libye qui est venue tuer le pays et qui continue à affaiblir le pays. Donc voilà, c'est une région de crise qui ne vont pas s'arrêter tout de suite parce que les racines de la crise sont profondes et que les contrepoisons ne sont pas aussi forts que ça, et que les puissances extérieures, finalement, essayent de tenir cela, enfin alimentent des conflits parce que ça leur coûte moins cher que de risquer le règlement. Les conflits ont toutes des racines nationales, même s'il y a des répercussions, mais ce qui se passe au Liban n'est pas lié à ce qui se passe en Algérie. Par contre, ce qui s'est passé en Algérie a donné des idées aux Libanais, et ce qui s'est passé en Algérie a donné des idées aux Soudanais. Donc il y a une partie de globalisation, mais ensuite il y a à chaque fois des racines nationales qui sont propres à chaque pays, et qui fait qu'on ne peut pas avoir un jugement global. Mais pour le plus grand malheur de ceux qui aiment cette région, c'est certainement la partie du monde qui connaît le plus de crises et de conflits à l'heure actuelle, et je ne suis pas sûr que la situation s'améliore lorsque, avec Hubert, on préparera la 5e édition de notre Atlas. Merci. Merci beaucoup. Avant de prendre des questions, j'en avais peut-être une première. On a parlé du conflit israélo-palestinien. Vous avez mentionné notamment le triangle d'alliance entre Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, mais aussi la faiblesse interne des Palestiniens qui sont divisés entre Fatah et Hamas. Est-ce que ça serait alors pas le moment idéal pour le plan de paix de Donald Trump qui est censé être proposé la semaine prochaine pour porter le coup de grâce, si je puis dire, aux Palestiniens, ou du fait de son contenu et de l'opposition frontale des Palestiniens, on peut dire qu'il est mort-né et qu'on va juste vers un enlisement encore plus important du conflit? Oui, enfin, le plan est borné parce que les Palestiniens n'accepteront pas. Donc en fait, Israël estime que les Palestiniens, un, ne comprennent que la force, et deux, ont perdu la guerre. Et donc ils ont des droits, et Trump reprend cette argumentation parce que c'est un langage qui lui parle. Mais les Palestiniens n'accepteront pas cela. En même temps, les Palestiniens ont leur propre responsabilité. Mahmoud Abbas n'a plus aucune légitimité. Et le Hamas est relativement répulsif quand même. La division du camp palestinien est quand même aussi un motif de blocage et de désaccord. Et aujourd'hui, on peut se demander s'il ne serait pas temps de dissoudre l'autorité palestinienne. Parce que c'est en fait c'est une façon de maintenir les prébendes de certains dirigeants palestiniens, et c'est une façon, l'aide accordée. Les Israéliens ou les défenseurs des Israéliens en France disent toujours il n'y a jamais aucun pays ou aucun peuple qui a été autant aidé que les Palestiniens. Si on voit effectivement l'aide de l'Union européenne, l'aide des États-Unis quand elle existait, il y a vraiment l'aide des pays arabes, il y a beaucoup d'aide à accorder aux Palestiniens. Mais si les Palestiniens pouvaient commercer librement, ils n'auraient pas besoin d'aide. S'il n'y a pas de blocus de Gaza, Gaza pourrait être une sorte de Singapour en Méditerranée.
Donc l'aide accordée aux Palestiniens n'est que la contrepartie de la non-solution politique. C'est uniquement cela. Deuxièmement, quand même, cette aide, c'est en fait une aide à l'occupation. C'est que cette aide est une façon de rendre l'occupation moins douloureuse, de rendre l'occupation aussi plus sûre pour Israël, puisque une grande partie de cette aide est liée à l'observation de règles sécuritaires par les Palestiniens eux-mêmes. Donc le nombre de colons dans les territoires occupés a triplé depuis les accords d'Oslo, et effectivement, aucune paix n'est en vue, la situation s'est dégradée. Moi, quand les accords d'Oslo ont été signés, j'ai cru effectivement que la paix serait irréversible, qu'on allait vers une paix irréversible. Les terroristes, généralement, n'atteignent pas leur objectif, mais celui qui a tué Rabin a réussi son coup, puisqu'il a porté atteinte non seulement à la vie de Rabin, mais également au processus de paix. Merci. On va prendre des questions de la salle. Bonjour, merci beaucoup pour vos explications. Je voulais faire peut-être justement un retour sur ce que vous avez dit sur l'Algérie, avec justement une jeunesse importante, et puis voilà, les réseaux sociaux qui ont aidé beaucoup à une révolte. Et est-ce que vous pensez que justement, comme vous avez dit, le manque de leaders serait peut-être également en fait, le problème libanais aujourd'hui, d'un manque de leaders qui s'imposerait pour créer une nouvelle classe politique? Bah oui, effectivement, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, la révolte soit incarnée par quelqu'un. Sinon, elle n'est plus portée. Et que l'autogestion, la masse, est à la fois un côté sympathique, mais il faut bien que quelqu'un soit le porte-parole. Alors bien sûr, le danger est toujours que le porte-parole trahisse la parole. Et qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à cela. Mais en même temps, on voit bien aussi bien au Liban, en fait, dans les deux cas, les institutions d'Algérie et la classe politique au Liban jouent la résilience en disant protestez, nous on est quand même là depuis longtemps, on sait comment ça se passe, et tant que vous ne nous opposerez pas quelqu'un de crédible en face de nous, eh bien on va faire semblant de lâcher du lest pour mieux garder le contrôle de l'ensemble des institutions. C'est ça le jeu de la classe politique libanaise et de l'armée en Algérie. Et il faudra voir si l'opposition libanaise pourra se fédérer suffisamment pour dépasser cela. Beaucoup craignent que ce ne pourra pas aller jusqu'au bout parce que la structure des clans, des familles héréditaires et du pouvoir, mais en même temps, si le Liban ne se réforme pas, le Liban s'enfonce régulièrement, les élites libanaises fuient le pays. Le Liban qui était quand même à la fois le centre intellectuel de la région puis le centre économique n'est plus cela et il est vraiment en danger et le système de répartition des pouvoirs sur une base confessionnelle est venu complètement, une fois encore, ossifier le régime, puisque c'est une rente de situation que les gens se partagent sans aucune remise en question. Bonsoir, je suis tout en haut ici. Une question sur l'Iran et l'arme nucléaire. Il y a un chercheur américain que vous connaissez sûrement qui s'appelle John Mearsheimer qui écrivait récemment et qui défendait en fait le fait que l'obtention par l'Iran de l'arme nucléaire, ça pourrait avoir un facteur stabilisateur dans la région qui compte uniquement une arme nucléaire, Israël. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis-là? Est-ce que ça peut être stabilisateur, l'arme nucléaire? Alors, c'est aussi ce qu'a dit Chirac d'ailleurs. Il n'avait pas dit que ce serait stabilisateur, mais il a dit que si l'Iran avait l'arme nucléaire, jamais ils attaqueraient Israël, parce que la dissuasion existait, et que Israël ayant un nombre d'armes nucléaires évalué entre 80 et 200, avant même que l'Iran lance une arme nucléaire sur Israël, c'est l'Iran qui serait rayé de la carte, et pas Israël. Je ne pense pas, ceci étant, j'aime beaucoup John Mearsheimer, qui est vraiment l'un des géopolitologues les plus lucides et les plus intelligents. Je ne pense pas cependant que l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire stabiliserait, parce que ça serait la porte ouverte à toutes les aventures militaires pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Et une fois qu'il l'aurait, ça serait la porte ouverte aux Saoudiens pour l'avoir également. On voit que partout, lorsqu'il y a prolifération, c'est une incitation à l'autre d'en faire de même. L'obtention par l'Iran de l'arme nucléaire pourrait être incitative pour les Saoudiens et pour les Turcs. Et pourrait être incitative pour les Iraniens d'empêcher cela. Donc, je crois que... Pardonnez-moi. Mearsheimer a raison de dire que si l'Iran avait l'arme nucléaire, ce ne serait pas en fait une vraie menace pour Israël. Disons, ça priverait Israël de sa dissuasion unilatérale à l'égard de l'Iran. Mais l'Iran n'irait pas menacer Israël. De même que l'arme nucléaire nord-coréenne n'est pas une menace pour la Corée du Sud. Le but de Kim Jong-un n'est pas de conquérir la Corée du Sud. Le but de Kim Jong-un, c'est de rester au pouvoir. Et qu'on ne vienne pas le déloger. Et une fois encore, Kim Jong-un se dit que, et c'est vrai, si Kadhafi et Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire,
il serait encore au pouvoir et en vie. Mais le fait pour l'Iran de se diriger vers l'arme nucléaire accentuerait trop les tensions dans la région pour que ça se passe de façon aussi soft que quand Israël a obtenu l'arme nucléaire. Prendre d'autres questions? Oui, bonjour monsieur, je suis ici. J'avais juste une question concernant l'approche que vous avez abordée concernant les États-Unis et la famille Pahlavi. Vous avez mentionné le rôle du président Carter, sauf que moi j'avais compris au préalable que justement Carter, lorsqu'il a fait campagne sur les droits de l'homme, il avait juste après, lors d'une visite à Téhéran, dit que l'Iran était une sorte de gendarme du Moyen-Orient et que c'est à la fin de janvier 1979, justement, quand tout a commencé un petit peu à basculer pour Reza Pahlavi, que les États-Unis s'étaient un petit peu écartés, justement, ne voulant pas accueillir préalablement le Shah lors de son opération chirurgicale, et que c'était pourquoi il était parti au Panama et ensuite au Caire, et que c'était sous la pression de Kissinger, justement, que le Shah avait été accepté aux États-Unis. Du coup, j'ai pas trop compris. Enfin, je vous demande un petit peu la position de Carter. Alors, le fait de désigner l'Iran comme le gendarme régional, c'est Nixon et Kissinger, quand ils étaient au pouvoir. Parce que suite à la paix au Vietnam et la défaite au Vietnam, Nixon et Kissinger ont compris que les États-Unis ne pouvaient plus être le gendarme du monde, tel qu'ils l'ont été dans les années 50 et 60, et qu'il fallait trouver des gendarmes régionaux comme relais de la puissance américaine. Et dans le Golfe, ils ont désigné l'Iran, puisque l'Iran leur paraissait un pays le plus nombreux, le plus peuplé, le plus occidentalisé, avec des armes américaines, donc ça leur paraissait naturel, sans vraiment prendre en considération que l'Iran n'était pas un pays arabe. Ensuite, Carter a maintenu cette théorie du gendarme régional, parce qu'il ne voulait pas engager les forces américaines, mais par contre, il a voulu bâtir sa présence sur les droits de l'homme. Donc, bien sûr, il a dû rappeler certainement dans le discours le fait que l'Iran était le gendarme, c'était la doctrine officielle des États-Unis depuis une dizaine d'années. Il l'a rappelé, mais il n'a pas voulu aider le Shah d'Iran quand le Shah d'Iran voulait réprimer la population et la révolte. Et je pense qu'il a bien fait de le faire parce que ça n'aurait pas été possible de réprimer une révolte aussi grande. Et donc Carter n'est pas venu faire ce que d'autres dirigeants américains ont fait, de venir aider un régime. Il n'a pas fait ce qu'on a fait en Indonésie, où on a fait un coup d'État pour empêcher un régime progressiste de s'installer. Et donc c'est pour cela que... et après, Reagan, lui, a fait campagne sur le lâchage de Carter, en disant que Carter avait lâché l'allié iranien, et que c'est à cause de cela que l'ayatollah Khomeini avait pris le pouvoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez utilisé, vous avez fait une remarque, une expression, les ministres israéliens pissent dans la piscine. J'ai pas très bien compris. Alors attendez. Non, c'est pas les ministres. C'est l'expression que à tous seigneurs tout à l'heure, c'est une expression de Sylvain Sipel, qui publie en début février un livre. En fait, disons que quand vous faites quelque chose qui est mal, vous le faites discrètement. D'accord. Bon, pisser dans la piscine, c'est mal. Tout le monde le sait. Et je pense que personne ici ne le fait. Et si vous pissez du plongeoir, ça veut dire que vous faites quelque chose de mal et que vous foutez de la vie des autres. C'est que vous revendiquez haut et fort le fait d'avoir une conduite qui est jugée inconvenante par les autres. Bon. Alors écoutez, si je peux me permettre de vous répondre à cette question, mais après je vous poserai une question. Par rapport à ce que vous citiez concernant les ministres, moi je ne sais pas... Si non, c'est pas les ministres, c'est Sylvain Sipel cite le gouvernement. Enfin, d'accord. Bon, on peut citer le gouvernement, mais je pense quand même qu'Israël c'est un pays démocratique, où chacun peut suivre sa religion. Jusque maintenant, il y a des mosquées, il y a des églises. Donc voilà, c'était ma remarque. Je n'ai pas dit l'inverse. Israël est un pays démocratique, mais par rapport aux Palestiniens, le comportement que les gouvernements israéliens ont par rapport aux Palestiniens n'est pas très démocratique. Bon, alors juste là, c'est là qu'arrive ma question. Il y a toujours eu un plan de paix, etc., un plan de paix, etc., un plan de paix, etc. Il y en a un qui va sortir bientôt, comme tout le monde le sait. Et pourquoi les Arabes disent non depuis 1947 ? Vous énoncez une contre-vérité, puisque en 2001, il y a eu le plan Abdallah, du nom du roi d'Arabie Saoudite, qui a proposé un plan de paix en échange de la reconnaissance par tous les pays arabes d'Israël vivant dans les frontières sûres et reconnues,
Israël quittait les territoires conquis en 67. Et il n'y a jamais eu de réponse à ce plan de paix. Ce que vous dites est vrai pour 47, pour 67, les trois noms. Non à la reconnaissance d'Israël, non à la paix, et ce qu'on appelait le camp du non en 67, après la guerre des 6 jours. Les pays arabes ne voulaient ni reconnaître Israël, ni la paix avec Israël. Ensuite, il y a eu la paix séparée avec l'Égypte, puis avec la Jordanie. Et puis, il y a eu les accords d'Oslo, qui ont été, je veux dire, en 93, les enfants palestiniens allaient apporter des fleurs aux soldats israéliens. Et à l'époque, on croyait que la paix était devenue irréversible, qu'elle serait encore longue à se mettre en œuvre, etc. Il y a eu malheureusement l'assassinat de Rabin, et disons qu'il fallait, pour qu'on aille jusqu'au bout de la paix, qu'il y ait des hommes forts des deux côtés. Arafat, qui était légitime historiquement pour les Palestiniens, Rabin, qui était l'homme fort d'Israël. Pérez, qui a pris la suite, n'avait pas la réputation d'homme fort que Rabin a eu, et donc il y a eu les affrontements au Liban en 96. Pérez a perdu les élections, Netanyahou a pris le pouvoir, et puis ensuite l'intifada 2001, etc. Et donc il y a eu un moment où les Arabes n'ont pas toujours été dans le camp du refus. Il y a des moments où ils ont proposé la paix, et à ce moment-là, Israël n'a pas pris ce tournant parce que, en fait, en Israël, il y a eu quand même, du fait de la poursuite du conflit, l'opinion publique s'est quand même tournée de plus en plus à droite. La gauche est complètement laminée en Israël. Le Meretz, le Parti travailliste, et c'est dû en partie aux attentats du Hamas, qui effectivement, quand vous voyez des attentats, disent on ne va pas négocier avec ceux qui commettent des attentats, mais en même temps avec l'erreur historique de Barak, Ehud Barak, qui en revenant de Camp David en 2000 dit on n'a pas de partenaire. Et donc les Israéliens ont voté pour Sharon, parce qu'ils pouvaient voter pour Barak, Barak était pour la paix, pour les négociations, et il dit en même temps on n'a pas de partenaire. Les Israéliens ne sont pas idiots, ils ont préféré voter pour celui qui dit non, seule la force peut apporter la sécurité, qui était Sharon. Et Barak voulait négocier tout en disant qu'il n'y a pas de partenaire. Et donc le camp de la paix a été démoli par les attentats du Hamas qui, pendant qu'on négociait, commettaient des attentats, et par ces déclarations de Barak qui n'a pas été jusqu'au bout. Quelqu'un comme Charles Anderlin pense aussi qu'un tournant a été manqué, mais du temps de Rabin déjà, quand, suite à l'attentat à Hébron dans une mosquée, on n'a pas évacué la colonie très particulière d'Hébron, et que là, Rabin aurait dû montrer par rapport aux colons qu'il voulait jusqu'au bout, et que, quelque part, ça a un peu armé la gâchette de celui qui a tué Rabin après, en novembre 1995. Bon, difficile de refaire l'histoire, mais une fois encore, les Arabes ont beaucoup de responsabilités. Les dirigeants arabes soutiennent que verbalement la cause palestinienne. S'ils étaient vraiment engagés, ça serait réglé depuis longtemps. Et les Palestiniens eux-mêmes ont des responsabilités de par leur division entre le Hamas et l'autorité palestinienne, et de par l'inertie de Mahmoud Abbas maintenant, qui regarde les choses passer, etc. Mais je pense quand même, et ça c'est une question de débat, et on peut très bien être en désaccord, que quand il y a un occupant et un occupé, c'est quand même l'occupant qui a plus de responsabilité que l'occupé. Si vous permettez, à propos de l'occupation, ce dont on parle jamais, mais vraiment jamais, la Jordanie a bien occupé la Cisjordanie de 1948 à 1967, on n'en parle jamais. Si, moi je le mis dans les manuels. C'est que en 1948, on devait créer l'État juif, l'État arabe. C'est l'occupation jordanienne qui a empêché la création de l'État palestinien en Cisjordanie, oui, bien sûr, oui. Il faut dire aussi qu'à cette époque, l'État d'Israël n'était pas aussi fort militairement que maintenant. Donc la Jordanie a pu occuper de 1948 à 1967. Et personne n'en parle, on parle toujours de l'occupation israélienne. Disons que c'est un peu daté. Ça, donc ça a empêché historiquement la création d'État palestinien arabe, mais aujourd'hui c'est pas la Jordanie qui empêche l'État palestinien de naître. Depuis 1967, il n'y a plus de soldats jordaniens en Cisjordanie, donc c'est pas la Jordanie qui empêche aujourd'hui un État palestinien d'être créé en Cisjordanie. Non ? Non, parce que depuis, il y a eu des choses qui se sont ajoutées. Oui. Notamment, si vous voulez, après j'arrête là, notamment quand Sharon a remis, quand Israël est sorti de la bande de Gaza. Oui, mais là aussi il y a un débat, c'est que Yossi Sarid, le leader du Meretz, avait dit à l'époque, il faut un accord avec les Palestiniens, si on quitte Gaza de façon unilatérale, ça va mal se passer, le Hamas va prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Et donc le fait que ce départ de Gaza n'ait pas été négocié avec Mahmoud Abbas pour lui donner de quoi se légitimer auprès des Palestiniens,
Là, effectivement, je crois qu'une occasion a été manquée à ce moment-là. Pardon ? Une belle erreur. Ouais. On va passer à la prochaine question. Moi j'avais une question. Je suis là. J'avais une question, en fait, c'est plus une précision vis-à-vis du rôle de Poutine au Moyen-Orient et en Syrie notamment. J'ai cru comprendre que vous disiez qu'il n'avait pas d'intérêt à reconstruire la Syrie. Non, il s'en fout que la Syrie soit... Si, pour lui, si la Syrie est reconstruite, bingo, c'est bien. Mais c'est pas lui qui va payer, il n'a pas les moyens. Poutine, je veux dire, la Russie, c'est le PIB de l'Italie. Hein. Donc, c'est pas une superpuissance, la Il Russie. n'a pas intérêt à envoyer ses entreprises reconstruire la Syrie. Oui, mais avec quel argent? Ouais. Non, mais voilà, les compagnies russes seraient ravies de reconstruire la Syrie, mais il faut que les Européens et les Golfites, que les pays du Golfe payent, ce que ceux-ci ne sont pas prêts à faire. Donc, Poutine n'a pas les moyens de payer la reconstruction de ce qu'il a largement contribué à détruire. Pas plus que les Iraniens. Les Iraniens sont pris à la gorge par les sanctions. La population iranienne dit que plutôt que d'aider la Syrie, on ferait mieux d'aider l'Iran. Et donc, il y a quand même une forte demande là-dessus. Les Russes n'ont pas les moyens, et autant les Russes sont prêts à faire des sacrifices pour la Crimée, ils ne sont pas faits après des sacrifices pour la Syrie. Donc, ce que j'ai voulu dire, mais peut-être je n'ai pas été assez clair, c'est que Poutine peut s'accommoder d'une Syrie non reconstruite. Il préfère ça à une Syrie qui lui aurait échappé, et il ne peut pas reconstruire à ses frais la Syrie. Donc, une Syrie non reconstruite est quelque chose qui lui va bien, parce qu'il la contrôle. Une fois encore à peu de frais, il peut montrer que c'est lui le patron dans la région. Bonsoir, ici, devant vous, juste devant vous, au-dessus. Ok. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors, j'aurais voulu revenir sur le sujet de la Libye parce que c'est pas un sujet que je maîtrise complètement. Comment expliquer le soutien de la France au général Haftar lorsque Sarraj est soutenu par la communauté dite internationale? Et comment on peut expliquer aussi l'absence de la Tunisie lors de la conférence de Berlin, alors qu'elle est tout de même une présence dans la région? Et dernière question, je voudrais revenir aussi sur le sujet d'Algérie et précisément quel futur vous entrevoyez lorsque le président Tebboune, qui n'a aucune légitimité mais qui représente tout de même une force politique et un président, comment entrevoir le futur de la... Sur le futur de l'Algérie, une fois encore, les dés sont en train de rouler. On va voir où le curseur sera placé entre le mouvement Irak et Tebboune. Qui va... où le curseur va s'arrêter. C'est un peu... En fait, vous êtes... chacun tire de son côté, et je ne sais pas qui va obtenir quelque chose de plus. Mais là, avec la disparition de Gaïd Saleh, Tebboune est quand même moins fort qu'il ne l'était, et donc il devrait céder un peu plus. Votre deuxième question concerne la Tunisie. En fait, la Tunisie, oui, la Tunisie est la victime de ce qui se passe en Libye, elle n'est pas l'acteur. La Tunisie n'a pas de force en Libye, elle ne veut pas être impliquée là-dessus parce qu'elle est, une fois encore, le témoin un peu passif, et la Tunisie a peur des infiltrations de djihadistes à partir de la Libye sur son territoire, et aimerait bien voir que la Libye, qui était une part importante de son commerce, il y a beaucoup de Tunisiens qui travaillaient en Libye, et donc qui envoyaient de l'argent en Tunisie. Il y a eu la baisse du tourisme et la Libye, et puis la baisse des investissements, ça pèse beaucoup sur la Tunisie. Donc les Tunisiens aimeraient que ça soit... bon. Et alors pourquoi la France? En fait, la France a un double discours. Parce qu'officiellement, c'est Serraj qui est le représentant de la Libye, désigné par le Conseil de sécurité. Hassan Salamé, au nom des Nations Unies, essaie de trouver un accord avec lui. Et il était sur le point de trouver un accord entre différents protagonistes qui sont multiples en Libye, quand Haftar a décidé de recommencer le combat pour prendre Tripolis, qui a mis en l'air tout ce que Hassan Salamé avait fait. Mais la France, disons que les militaires, les services français, Le Drian, estiment que Haftar est le meilleur rempart contre les djihadistes, et que c'est l'homme fort qui peut maintenir, et que Sarraj est trop faible pour le faire. Moi je trouve que quand on est la France, on a plutôt intérêt d'être du côté du Conseil de sécurité. Et que quand on a un double langage, ça se voit toujours, un jour ou l'autre, on ne peut pas avoir un double langage. Bon. Donc je pense que c'est une erreur, je pense que Haftar affaiblit la Libye sur le long terme, et qu'il est alimenté de l'extérieur, notamment par les Émirats Arabes Unis, mais aussi par la Russie. La France ne l'aide pas aussi massivement que les autres, mais disons que la France ne s'oppose pas frontalement à lui, et disons que ceux qui sont plutôt en cause, c'est l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et la Russie, qui aide Haftar, alors que les Turcs sont plutôt du côté de Sarraj.
Mais la France, là-dessus, il y a eu 2 militaires français qui ont été tués alors qu'ils opéraient du côté de Haftar. Et là, on a découvert le poteau rose. Sur la Libye, j'en profite juste pour dire qu'on a fait une conférence la semaine dernière et qu'on a réalisé un résumé écrit qui est disponible à la demande pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas pu venir, étant donné qu'on n'avait pas de caméra ni de live Facebook. Question en haut à droite. Bonsoir. Je voulais revenir sur la question de l'arme nucléaire iranienne. Netanyahou, il a annoncé à plusieurs reprises qu'il ne permettra jamais que l'Iran ait cette arme. Donc je me demandais, selon vous, jusqu'à où les Israéliens ils sont prêts à aller pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire? Il y a toujours une part de menace qu'on ne met pas à exécution pour éviter que ce qui vous déplaît n'arrive pas. Donc la menace israélienne d'attaquer l'Iran, elle est faite aussi pour que les Américains fassent plus pression sur l'Iran. Il y a quelque part une sorte de « retenez-moi ou je fais un malheur » par rapport aux Américains. George Bush avait empêché en 2008 une intervention israélienne contre l'Iran. Obama ne serait pas d'accord. Là, si l'Iran allait vraiment vers l'arme nucléaire, si l'Iran, à son tour, se désengageait de l'accord du 14 juillet 2015, on ne peut pas exclure qu'Israël intervienne pour détruire les installations nucléaires iraniennes, pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, mais on n'est pas sûr non plus que cela soit suffisant pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Parce que donc le modèle qu'on a en tête, c'est lorsque Israël détruit une usine irakienne qui permettait à l'Irak de travailler sur l'arme nucléaire, mais c'était une usine qui était en plein air, n'était pas cachée, etc. La plupart des installations nucléaires iraniennes, elles sont enterrées, elles sont enfouies, etc. Donc une intervention militaire israélienne, pourquoi les gens généralement s'y opposent, c'est qu'on n'est pas certain que ça empêche l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, ça retarderait le programme nucléaire iranien, ça ne l'empêcherait pas, au contraire, l'Iran serait encore plus déterminé à avoir l'arme nucléaire. Et surtout, c'est quand on voit les résultats de la guerre d'Irak et le chaos dans lequel, parce que la guerre d'Irak est quand même pour beaucoup dans le chaos régional, on se dit qu'une guerre contre l'Iran aurait des résultats encore plus graves, plus importants en termes de gravité et de conséquences stratégiques négatives, et qu'il vaut mieux éviter ça. Et beaucoup pensaient qu'on avait trouvé un bon accord le 14 juillet 2015, et même Laurent Fabius avait durci l'accord. Il n'avait pas signé la première version, en estimant que Barack Obama voulait trop un accord et qu'il était prêt à signer des choses qui n'étaient peut-être pas suffisamment fortes et sévères. Donc il avait retardé un accord, il avait été beaucoup critiqué en France là-dessus. Moi je lui ai dit que s'il n'y avait aucun accord après, il en serait responsable, mais s'il y a un accord après, on pourrait lui porter crédit d'avoir un accord plus solide, mais pas suffisamment solide pour que Donald Trump se sente redevable de cet accord. Une question au fond. Alors bonjour et puis merci d'être venu ce soir. Je voudrais revenir sur l'extraterritorialité du droit américain. Donc vous avez parlé, quand vous avez parlé de l'Iran. Alors 2 questions. La première, est-ce que cette extraterritorialité et la force de la loi américaine est nécessairement un facteur d'instabilité sur le plan international? Et deuxième chose, du point de vue européen, quelle est la meilleure solution pour le France? Alors, votre première question, ma réponse est oui. Quand un pays... en fait, les États-Unis traitent leurs alliés européens comme l'URSS traitait les pays du pacte de Varsovie sous Brejnev. C'est la souveraineté limitée. Dire aux Européens, vous n'avez pas le droit d'acheter du pétrole à l'Iran, sinon vous avez des sanctions extrêmement fortes. Alors, une fois encore, ça ne date pas de Trump, c'était déjà le cas d'Obama, mais Obama appliquait cela, ou faisait appliquer cela de façon relativement soft. Il y a toujours une menace. Mais quand vous êtes opérateur économique et que vous êtes toujours sous la menace de sanctions dont vous ne savez pas trop d'où elles peuvent venir, vous ne pouvez pas en savoir l'exacte étendue. Et c'est comme ça que Alstom est tombé dans les mains de General Electric, du fait des menaces, parce que quand vous êtes sanctionné, vous devez accepter que des avocats américains viennent dans votre entreprise pour voir les comptes, pour être sûr que vous n'enfreignez pas les lois américaines, etc. C'est vraiment le virus chez vous, quoi. Donc, évidemment, c'est déstabilisant. Comment les Américains peuvent réagir? Ils pourraient réagir en faisant la même chose, en faisant eux aussi une sorte de loi anticorruption qui condamne les entreprises américaines qui ne respectent pas certains droits, parce que ça pourrait dire aux Américains, arrêtez maintenant, sinon on peut faire pareil. Et en se révoltant un peu plus par rapport aux ceux-là, ceux qui ne le font pas, et puis surtout, ce qu'ils pourraient faire dans un premier temps, c'est cesser d'utiliser le dollar, on a l'euro. Pourquoi Air France
achète des Airbus en dollars et pas en euros? Pourquoi Total achète tout son pétrole en dollars et pas en euros? Et donc, la vraie menace qui pourrait contraindre les Américains à cesser leur législation extraterritoriale, c'est la menace de dédollariser l'économie internationale. La Russie y travaille, mais la Russie ne pèse pas suffisamment dans le commerce international pour que ça ait un impact suffisant. La Chine y va, mais la Chine a aussi réduit, voire cessé ses achats de pétrole à l'Iran, parce que les opérateurs chinois opèrent aux États-Unis. Donc il y a vraiment là un besoin de menacer. Certains Américains disent que Trump va trop loin et qu'il va fédérer le monde contre lui, que les gens vont passer par d'autres circuits pour les transactions commerciales. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas, mais les Européens sont encore trop peu réactifs. Là, récemment, Trump a demandé aux Européens d'activer un dispositif qui amène à des sanctions contre l'Iran. Les Européens n'étaient pas d'accord. Trump a dit, si vous ne le faites pas, on augmente les taxes sur les automobiles européennes de 25%. Là, Merkel, c'était panique à Oklahoma. Elle a dit, bah non, c'est bon. Et donc, les Européens ont cédé. C'est aussi parce que nous cédons que les Américains... Pourquoi les Américains changeraient de politique si les Européens cèdent sans cesse? Donald Trump a déclaré que l'Union européenne était un ennemi. Donc c'est quand même paradoxal que nous soyons liés stratégiquement dans l'OTAN, mais que Trump puisse déclarer urbi et orbi que l'Union européenne est un ennemi. Et pourquoi nous sommes un ennemi? Parce que nous avons un excédent commercial de 170 milliards de dollars à l'égard des États-Unis. Et c'est ça qui compte pour Trump. D'autres questions? Monsieur Boniface, bonsoir. Une question concernant Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je vais essayer d'être très synthétique. Ne considérez-vous pas que sur 2019-2020, on assiste à un véritable changement d'équilibre géopolitique au sein du Moyen-Orient, avec, si ce n'est au moins un retrait ou une non-intervention des États-Unis? On l'a vu là, lors de la conférence de Berlin en Libye, où les États-Unis n'étaient pas partie prenante. On le voit avec la multiplication des accords et des présences de Poutine, que ce soit en Syrie, en Israël, en Iran ou même maintenant en Arabie Saoudite. Vous parliez de la faiblesse économique de la Russie actuelle, certes. Néanmoins, n'assistons pas à une prégnance nouvelle qui est celle d'une coalition entre la Russie et la Chine qui trouve pour l'une la capacité de redorer son blason diplomatique, pour l'autre la capacité d'étendre la Belt and Road d'initiative, que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime, et que donc on soit actuellement à un tournant des relations et des évolutions au Moyen-Orient comme on ne l'a jamais connu depuis les 50 dernières années. Merci. Oui, il y a un tournant, mais il y a eu tellement de tournants au Moyen-Orient avant que il y a un tournant en 67 quand la France cesse son alliance avec Israël et qu'Israël se tourne vers les États-Unis. Ça, c'est un vrai tournant. Il y a un tournant quand Saddam va à Jérusalem. Ça, c'est un vrai tournant. Il y a un tournant avec les accords d'Oslo. Il y a eu des multiples tournants. Là, ce qu'on a, c'est une évolution lente et effectivement. Alors là, ce que l'on peut observer, c'est effectivement un retrait américain qui avait été entamé par Barack Obama. Et que Trump, parce qu'en fait, ils se détestent, mais Trump et Obama ont un point commun, c'est de penser que les États-Unis n'ont plus les moyens d'être le gendarme du monde et que le fait de le vouloir vient les affaiblir et non pas les renforcer. Donc ça, c'est leur analyse commune. Que Obama traduisait par plus de multilatéralisme et que Trump traduit par un unilatéralisme débridé. Il n'y a pas réellement un axe Pékin-Moscou qu'un partenariat. Ils ont en commun le refus de la puissance américaine, le refus de l'ingérence, le maintien au pouvoir en place et une sorte de stabilité, de ne pas renverser des régimes en place parce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse et ils n'ont pas envie de voir cela. Et surtout, ils veulent empêcher la mainmise occidentale sur la région. Ça, c'est un point commun. Mais en même temps, le rapport de force entre Pékin et Moscou est très défavorable pour Moscou. Moscou n'a pas envie d'être le partenaire junior de la Chine. Parce qu'en termes de PIB, en termes de puissance militaire, la Chine a pris l'ascendant sur la Russie. Et donc la Russie est très contente d'avoir Pékin comme contrepoint par rapport aux États-Unis, mais ne veut pas être dans un tête-à-tête exclusif avec Pékin où il serait la Chine d'avant. C'est-à-dire dans les années 60, dans les années 50, la Chine est le partenaire junior de l'URSS, et là aujourd'hui, ce serait la Russie qui serait le partenaire junior de la Chine. Un bon camarade parlait de John Mearsheimer il y a quelques temps. Mearsheimer et Stefan Waltz disent que
les États-Unis font une erreur stratégique majeure en poussant la Russie dans les bras de la Chine, puisque le défi américain futur, c'est la Chine. Et en poussant la Russie dans les bras de la Chine, on va renforcer la Chine, on ne va pas l'affaiblir. Et quelque part, les États-Unis aujourd'hui, aussi bien Obama que Trump, défont ce qu'avaient fait Kissinger et Nixon dans leur temps. Nixon et Kissinger avaient séparé la puissance mineure, la Chine, de la puissance majeure, l'Union soviétique. Là, on pousse la puissance mineure, la Russie, dans les bras de la puissance majeure, la Chine, comme rivaux des États-Unis. Et c'est effectivement, on peut penser que c'est une erreur, d'où d'ailleurs la phrase très remarquée de Macron devant les ambassadeurs en août de l'an dernier, quand il a critiqué l'État profond français, donc les diplomates néoconservateurs, qui s'opposent à un rapprochement de la France avec la Russie. Considérer la Russie comme un partenaire junior de la Chine, à mon avis, serait une erreur de lecture géopolitique, sachant que tous les États d'Asie centrale, du Turkménistan, l'Ouzbékistan, jusque l'Afghanistan, sont des partenaires historiques d'anciennes possessions de la Russie. Et sans cette présence russe, tous les projets menés par Xi Jinping depuis 2013 n'ont aucun équilibre. Oui, non, mais les pays d'Asie centrale sont maintenant qui étaient avant partie de l'Union soviétique, sont maintenant partagés entre Pékin et Moscou sous double influence et avec une présence de Pékin qui se renforce, notamment par le projet des routes de la soie qu'ils vont financer. Mais une fois encore, les Russes, eux, n'ont pas. Enfin, ils voient très bien que le rapport de force avec la Chine était une sorte de contre-assurance par rapport à la domination occidentale. Toute la rhétorique de Poutine, c'est dire qu'on peut se passer de l'Ouest parce qu'il a renoncé à se réconcilier avec l'Ouest ou d'avoir une politique. Et bon, il pense que l'Ouest est foutu, que les États-Unis n'accepteront jamais le retour de la Russie et que les Européens sont trop liés aux États-Unis pour l'accepter. Donc il a fait un trait quelque part sur le monde occidental et donc il veut compenser l'absence de bonnes relations avec le monde occidental par des relations plus poussées, mais pas seulement avec la Chine. Parce qu'il sait très bien que si la Chine embrasse trop, il va être étouffé. Une fois encore, la différence démographique, économique et maintenant militaire, enfin militaire c'est moins évident, parce que les Chinois achètent des armes russes. Mais le rapport de force économique et démographique entre la Chine et la Russie est trop favorable à la Chine pour rêver d'un partenariat sur un pied d'égalité entre Moscou et Pékin. On a une question au fond, au centre. Merci d'être venu. On a entendu parler d'un soutien logistique français aux Saoudiens dans la guerre du Yémen. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des ventes d'armes, des armes qui, à mon avis, ne sont pas restées dans les casernes saoudiennes. Un appui logistique pendant la guerre, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que la France ait participé directement ou indirectement à la guerre au Yémen. Ce qui est certain, c'est qu'on a fourni des moyens aux Saoudiens pour le faire et qu'on n'a pas été d'une protestation vocale véhémente contre cette guerre. Et je ne crois pas, il n'est pas documenté que la France ait participé en aidant directement l'appareil militaire saoudien à faire la guerre au Yémen. Bonsoir. À quoi joue la Turquie dans le nord de la Syrie, notamment à Idlib, où certains checkpoints sont encerclés? Et c'est pour quoi faire? C'est pour maintenir de l'espionnage ou de la présence militaire au milieu du territoire contre les barbares? Les Turcs ont une obsession, c'est les Kurdes. Et pour les Turcs, Daesh est un défi sécuritaire, les Kurdes sont un défi existentiel. Donc, à choisir, même si les Kurdes ont combattu Daesh, il faut combattre les Kurdes. Parce que si les Kurdes syriens ont un embryon d'autonomie, les Kurdes turcs voudront le faire, et c'est la fin de l'État turc. Ils s'accommodent très bien de l'autonomie des Kurdes irakiens, parce qu'ils ont des très bonnes relations, et que les Kurdes irakiens n'ont pas de rapport avec le PKK, alors que les Kurdes syriens en ont. Et donc, effectivement, pour eux, ils sont prêts à se fâcher avec la terre entière pour ne pas permettre le moindre début d'autonomie des Kurdes syriens qui donneraient par contagion des idées ou qui renforceraient le PKK pour le faire. Oui, mais pour ce qui est de la lutte contre l'armée de Bachar. Pardon, j'ai pas entendu. Pour ce qui est du soutien aux groupes qui combattent l'armée de Bachar al-Assad. La Turquie a toujours dit qu'elle voulait renverser Bachar el-Assad. C'est depuis le départ
maintenant ils s'en accommodent, mais les Turcs et les Russes sont alliés sur bien des points, mais pas sur la Syrie. Il y a et sur la Libye également. Vous voyez d'ailleurs le sens tactique, le sens stratégique de Poutine, qui est capable d'avoir une alliance avec la Turquie alors qu'il s'oppose à la Turquie en Syrie et en Libye, mais Poutine impose toujours que cette mésentente n'aille pas trop loin et que les Turcs ne franchissent pas certaines limites. Ce qui est un peu inquiétant quand on voit les choses, c'est que les deux dirigeants qui ont le plus la vision à long terme de leur intérêt national, ce n'est pas les dirigeants de pays démocratiques. C'est Xi Jinping et Poutine. Alors que beaucoup de dirigeants occidentaux ont plutôt le nez rivé sur les élections, y compris locales, prochaines, le sondage, etc. Et que c'est très regrettable à admettre si vous êtes pro-démocratie, mais je constate que Poutine et Xi Jinping ont une vision à long terme de leur intérêt national qui n'est pas toujours aussi fort dans d'autres pays. Rebonsoir. Je voulais aborder la question de l'affrontement israélo-libanais. Donc, le dernier grand conflit entre les deux, c'était il y a 14 ans maintenant. Et depuis 2006, on observe une situation de calme précaire, des accrochages réguliers, mais sans conflit ouvert à nouveau, alors même que les racines politiques du conflit entre les deux ne sont pas réglées. Donc je me demandais si cette situation, elle témoignait d'une normalisation des relations entre les deux, ou plutôt que en fait, on serait face à une bombe à retardement. Non, il n'y a aucune normalisation entre Israël et le Liban, parce que le Liban a interdit toujours à ses ressortissants d'aller en Israël. Si vous avez un tampon israélien, vous ne pouvez pas rentrer au Liban sur votre passeport. Il n'y a pas de normalisation officielle, mais il y a un modus vivendi entre les deux qui fait qu'il faudrait un gros prétexte quand même pour le Hezbollah pour repartir au combat. Parce que le Liban, il paierait un prix cher. En 2006, le Hezbollah s'est renforcé auprès d'une partie de la population libanaise non chiite en apparaissant comme ceux qui pouvaient résister à Israël, qui pouvaient faire subir une défaite, ne serait-ce que symbolique, par rapport à Israël. Mais en même temps, le Liban a payé un prix cher à la guerre, et si le Hezbollah repartait, par exemple, certains disent que l'Iran pourrait utiliser le Hezbollah pour faire pression sur Israël, pour desserrer les taux sur lui-même. Je ne crois pas trop à cela. Le Hezbollah ne peut pas agir au nom de l'Iran contre Israël, parce que tous les Libanais se retourneraient contre le Hezbollah en disant l'Iran, c'est pas notre problème. Et il faut, pour que le Hezbollah intervienne contre Israël, qu'il y ait un motif ou un prétexte libanais, pas un prétexte iranien. Et pour l'instant, les Israéliens estiment que la frontière est contrôlée, qu'il n'y a pas d'incursion, que les choses sont calmes, et le Hezbollah jouit un peu toujours du prestige d'apparaître le vainqueur de l'affrontement de 2006, puisqu'ils n'ont pas perdu, ils sont les vainqueurs, par définition, et dire que repartir dans un combat risquerait quand même d'être assez coûteux, non seulement en hommes, mais en prestige. Mais en même temps, il est vrai que la guerre civile en Syrie a renforcé les capacités militaires du Hezbollah. Le Hezbollah est plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était en 2006. Il est bientôt 20h, donc on va conclure cette conférence. Merci à tous d'être venus et surtout merci beaucoup à Pascal Boniface d'avoir